Nostradamus. Le temps selon Nostradamus. Dans ses écrits, Nostradamus dénombre le temps qui passe. Sa plus grande prophétie est prévue pour le 21 décembre 2012. Certains quatrains sont d'ailleurs des événements personnels de la vie de Nostradamus, ou sont d'une importance particulière pour lui. Vous les découvrirez au fil de ce reportage. Donc, comme tout le monde le dit, l'apocalypse, la fin du monde en 2012, par rapport à Nostradamus, vous y croyez, vous? Il y a un certain nombre de données qui nous parlent très clairement du 21 décembre 2012. Nostradamus en parle. Vous pouvez le trouver dans différentes religions, dans différentes légendes comme les Mayas, mais chez Nostradamus aussi. Il en parle notamment dans la lettre à César, où il donne cet événement comme étant sa prophétie la plus sinistre, sa plus grande prophétie, et pour le 21 décembre 2012. Mais qui était et qu'a fait Nostradamus pour nous laisser des prophéties aussi précises? 1503. Saint Rémy. Michel de Notre-Dame dit Nostradamus serait né le 14 ou le 21 décembre 1503 à Saint-Rémy. D'où vient le doute sur son jour de naissance? Bien que cela puisse paraître étrange, cette polémique vient du jour de sa mort, ou plutôt de l'épitaphe rédigée en son honneur au jour de son décès, intervenu le 2 juillet 1566. Sur cette épitaphe, qui n'est plus aujourd'hui suite à la profanation de sa tombe, mais dont nous retrouvons trace dans des ouvrages comme notamment dans le livre intitulé « Histoire de Provence de César, son fils », nous pouvions lire qu'il avait vécu 63 ans, 6 mois et 10 jours. Or, en refaisant les comptes pour une naissance située au 14 décembre, comme l'atteste Chavigny, premier écrivain à avoir dressé une biographie de Nostradamus, ce dernier aurait vécu 63 ans, 6 mois et 17 jours, et non 10 jours. Ainsi, beaucoup tentent à dire qu'il serait né un 21 décembre. Drôle de coïncidence quand on sait ce que le 21 décembre représentera pour nous cette année. En tant qu'astrologue, est-ce que vous pouvez déterminer un jour précisément pour la naissance de Michel de Notre-Dame? Il est possible de le déterminer par rapport aux aspects planétaires à ce moment-là. On aurait plus tendance quand même, par rapport à la polémique qui est née de son épitaphe, on opterait plus pour le 21 décembre parce qu'il y a un certain nombre d'aspects, notamment les nœuds lunaires aussi qui sont sur l'ascendant, le descendant, mais aussi par rapport à la position de certaines planètes dans les maisons, parce que la domification est très importante. La domification, c'est la position des maisons. Comme il y en a plusieurs, laquelle choisir? En fait, on va partir sur la domification que Nostradamus employait, puisque par rapport au livre perdu, mais aussi au thème natal qui a été édité. En fait, c'est pas vraiment un thème natal, c'est surtout le thème du sacre. Charles IX qui a été édité par lui-même, on a pu retrouver une certaine correspondance, et de là, on a pu déterminer qu'il utilisait la domification Regiomontanus. Donc, on part sur ce procédé-là, et il est vrai que dans cette configuration, il y a un certain nombre de planètes qui sont en position de la maison 9, la maison des rêves, Mercure, mais aussi Cérès. Pourquoi Cérès? Cérès est une planète qui n'apparaît nulle part dans les livres d'astrologie. Cérès est une planète très importante. En fait, par rapport à mes recherches, j'ai pu remonter sur des astrologues allemands qui l'avaient découverte bien avant Pluton et qui l'avaient associée à la deuxième Vénus. En fait, cette planète est la planète du Taureau. Elle a une grande influence et elle correspond aux fruits du travail. Cette planète chez Nostradamus se trouve dans la maison 9, la maison des rêves, comme Mercure. Et cela montre bien à quel point il n'était pas reconnu dans son travail finalement. Pas qu'il n'était pas reconnu en tant qu'astrologue, mais sa plus grande reconnaissance qu'il attendait, et notamment le calcul des temps, n'a pas été pris en compte. Il avait besoin de ça, mais l'astrologie nous montre là, si on prend une naissance pour le 21 décembre, que ça ne se fera pas. C'est là que nous pouvons aussi nous rendre compte qu'il y a plus de corrélation pour Nostradamus d'être né un 21 décembre qu'un 14 décembre. Il y a aussi un autre aspect, les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires se trouvent à l'ascendant et au descendant. Ça montre bien une certaine souffrance, quelque part, de ce qui va se passer dans sa vie. Nous passerons sur les éléments biographiques que vous connaissez tous, et qu'il n'y a pas d'intérêt à relater ici. Comme l'origine de son nom, son enfance en général. Ainsi, nous retrouvons Nostradamus en 1518. C'est le temps d'Avignon. 1518. Avignon. Il quitte sa terre natale pour les bancs d'Avignon, bien décidé à obtenir son diplôme de bachelier SA. Sa présence à Avignon sera d'ailleurs remarquée.
puisque l'on racontera de lui qu'il était doté d'une mémoire presque divine. On le surnommera aussi le jeune astrologue. Car on raconte que Michel de Notre-Dame se plaisait à expliquer à ses camarades les phénomènes célestes. Il abordait avec eux des thèmes encore bien mystérieux pour l'époque, comme les étoiles filantes, les météores ou encore les astres. Il s'initia aussi à d'autres matières. Comme la grammaire, la rhétorique ou la philosophie. Mais ces études vont malheureusement s'interrompre brutalement, car nous sommes en 1520. Pour la première fois, mais hélas pas la dernière, Et nous le verrons tout au long de son parcours. Michel de Notre-Dame est confronté à l'arrivée de la peste. Il quitte donc Avignon afin de se rendre à Montpellier. 1521. Montpellier. Nous retrouvons la trace de Michel de Notre-Dame en 1521. Son inscription à l'université de médecine de Montpellier nous l'atteste. Ces années d'études seront entrecoupées de périodes difficiles, car une fois encore, la peste se répand. En 1526, les cours de médecine sont une nouvelle fois interrompus. Michel de Notre-Dame, comme d'autres étudiants, en profite pour s'investir personnellement dans le combat. Il parfera aussi sa connaissance des plantes et exercera en tant qu'apothicaire. Mais en 1529, cette activité lui vaudra quelques mésaventures. 1529. La radiation. Lorsqu'en cette année les cours reprennent enfin, Michel de Notre-Dame se voit expulsé pour avoir exercé ce métier manuel, interdit par les statuts de la faculté. Il faut savoir qu'à cette époque, un adage disait « Et grand professeur, celui qui guérit par la seule force de son savoir. » Cependant, Michel de Notre-Dame en aura été excusé rapidement, puisque nous retrouvons trace d'une nouvelle inscription dans le livre du procurateur de la faculté pour cette même année. Quand il est question de raconter la vie de Nostradamus, nous avons très fréquemment référence à Rabelais, comme s'ils étaient intimement liés, qu'ils avaient fait un parcours de vie ensemble, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que se croiser à la faculté de Montpellier. Mais pourquoi sont-ils aussi intimement liés? En fait, c'est parce qu'il y a un certain nombre de points communs dans leur vie. On n'a pas de preuve qu'ils aient eu un contact direct, tous les deux, tout au long de leur existence. On s'est basé sur un certain nombre de points, comme par exemple le pseudonyme. Rabelais, quand il écrira Pantagruel, prendra un pseudonyme, il s'appellera Alcofriba Nazier. Et Nostradamus, nous le savons, Michel de Notre-Dame aura pris Nostradamus comme pseudonyme. Il y a eu aussi, parce qu'ils ont été tous les deux inquiétés par les gens d'église, l'Inquisition pour Nostradamus et la Sorbonne pour Rabelais. Ensuite, ils avaient des correspondants communs, Erasme, Scaliger. Et puis enfin, ils avaient fait une dédicace. Tous deux ont dédicacé un de leurs ouvrages, le tiers-livre pour Rabelais et Horus Apollo pour Nostradamus, à Marguerite de Valois. Nostradamus s'unira. Certains diront à Henriette d'Ancos, fille de la noblesse d'Agen, et d'autres à Anna Cabreras. De cette union naîtra 2 enfants, un garçon et une fille. Mais il ne reste que peu de traces de cette union, qu'un événement sinistre viendra endeuiller. 1531. Nostradamus était-il déjà prophète? Les traces subsistent bien avant 1555. Nostradamus semble être connu bien avant cette date. Il aurait ainsi prouvé ses dons de voyant, comme l'atteste le passage de cet ouvrage Histoire d'Argentan. Quand François Ier vint à Argentan en 1531, il amena avec lui le célèbre Nostradamus. Un jour, celui-ci se promenait à travers les rues, examinant les curiosités que se trouvaient sur son passage. Tout à coup, en contemplant les beautés architecturales de l'église, il entend des gens pleurer dans une bicoque adossée à Saint-Germain. « Mais qu'y a-t-il donc ici » demanda-t-il aussitôt. « Le maître de cette maison vient de mourir. C'était un brave homme que maître Pitard. Nous le pleurons. »« Mais Pitard est encore vivant » réplique l'astrologue du roi après un instant de réflexion. « Menez-moi à sa chambre. »« Seigneur, nous ne demandons pas mieux que vous visitiez notre maître. Venez donc. » « Voyez-moi ses pieds. » dit Nostradamus en découvrant le prétendu mort. Cet homme n'est qu'endormi. Le barbier saigna maître Pitard. Celui-ci revint aussitôt de sa léthargie. Il se leva et fut ressuscité. Pitard, bien guéri, se montra reconnaissant à l'égard de l'astrologue auquel il devait de vivre. Il fit représenter Nostradamus avec le costume de son état et fit mettre sa statue en plomb sur le haut de la couverture de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Cette statue d'astrologue en plomb était visible en 1690, raconte l'abbé de Courteil, propagateur de cette légende. Un ouvrage édité en 1532 nous donne aussi une information sur un certain Nostradamus. Cet ouvrage relate des chansons populaires où il est question, dans un refrain, de Nostradamus l'a dit. 133. Agen. En cette année, Nostradamus obtient son diplôme de médecine. Il s'installe donc à Agen avec sa femme et ses 2 enfants. Il pratique la médecine à domicile et fera des rencontres, pas toujours bonnes. Scaliger, le Plutarque. Il se lie tout d'abord avec un certain Jules César Scaliger. D'origine italienne, ce personnage est domicilié à Toulouse. On le dit érudit de la Renaissance.
Il s'intéressera à la botanique et fabriquera des pommades et des onguents. Nostradamus dira de lui qu'il est un personnage incomparable, sinon à un Plutarque. Jules César Scaliger écrivait sur tout, mais son impertinence, sa manière de s'attaquer à tout le monde dérangera. Le jeune imposteur, par ses idées un peu trop progressistes pour l'époque, inquiétera les autorités religieuses. Sarrazin, le mécréant. Nostradamus noue aussi les relations avec un certain Philibert Sarrazin. Ce personnage désigné par l'Église comme un mécréant rendra Michel plutôt suspect aux yeux de la Sainte Inquisition. Nostradamus, pour calmer la situation, préférera s'éloigner d'Agen quelque temps. La peste, le retour. En cette année 1534, Marguerite de Valois est dans les murs d'Agen lorsqu'une épidémie de peste se déclare. Elle appelle à l'aide Nostradamus, qui reviendra pour la soutenir dans cette bataille. Nostradamus, de retour chez lui vers 1535, perdra son combat. La disparition. On dira, comme beaucoup de ses biographes, que la famille de Nostradamus vint à périr de la peste en l'an 1535. Bien qu'en réalité nous n'en sachions rien. Une certitude en revanche. Peste ou non, quelqu'un peut-être, Nostradamus lui-même, se sera donné beaucoup de mal pour que cette histoire ne remonte jamais à la surface. Le seul document subsistant de cette période de vie est une information de l'évêché de Montauban, relatée par le curé de la Clotte, mentionnant l'existence d'un procès intenté contre Nostradamus par la famille de sa défunte femme, dans le but de récupérer la dot. Vous nous dites que Nostradamus a été inquiété pendant l'Inquisition autant que Rabelais. Il était inquiété, mais de quelle façon? En fait, ça s'est passé en 1538. Nostradamus, on est venu lui reprocher des faits qui dataient de 1533-1534. C'est le roi de France qui avait en fait dénommé un certain nombre de personnes d'église pour retrouver tous les adeptes de Luther qu'on appelait à l'époque sur Agen. Et Nostradamus a donc été inquiété puisque des religieux ont raconté un certain nombre de choses contre lui. Mais ces faits remontent à 1533-1534. Et quand ils sont venus pour chercher Nostradamus sur Agen, il n'y était déjà plus parce qu'il était parti à Port-Sainte-Marie. Mais de quoi était-il alors accusé? En fait, ils ont dit qu'il avait blasphémé parce qu'il avait rencontré des religieux sur la route qui étaient en train de couler une statue de Marie et il a eu des propos assez... des propos dérangeants sur ce sujet en disant qu'il ne faisait que créer le diable. Et de là, il a été inquiété. Mais finalement, en reprenant tous les documents, en retrouvant les documents, on se rend compte que finalement, il n'a pas du tout été inquiété pour hérésie, comme ça aurait dû être le cas, mais pour avoir fréquenté des personnes de mauvaise vie. Il fréquentait aussi des mauvaises personnes comme Scaliger? Oui, et Sarrazin. C'est surtout Sarrazin qui l'a fait inquiéter aux yeux de l'Inquisition. Même si Scaliger avait de mauvais points, on va dire, il n'était pas aussi mal vu que Sarrazin. Nostradamus, le voyageur. En 1539, Nostradamus est vu à Bordeaux. Mourat et Louvet, écrivain sur la vie de Nostradamus, envisagent qu'il ait pu y rencontrer un certain nombre de savants comme Johann Taraga, Carolus Seninus, un avocat du nom de Jean Treille, ou encore l'apothicaire Léonard Baudon. Puis il se rend à Toulouse, Carcassonne. Une légende raconte qu'il aurait séjourné à l'abbaye d'Orval, mais cette étape ne peut être vérifiée, même si Pagliani, avec d'autres, estime sa visite vers l'an 1543. Découverte à l'abbaye d'Orval. Les prophéties d'Orval furent découvertes en 1792. Thorne Chavigny et Napoléon étaient convaincus qu'il s'agissait d'un écrit de Nostradamus. Il est vrai que le style d'écriture, le langage employé correspond au style du XVIe siècle. On peut également rapprocher certaines expressions à Rabelais ou à Nostradamus. La suite de son périple nomade le conduira vers la Provence puis l'Italie. 1544, Marseille. En 1544, Nostradame, sous l'œil attentif de Louis Serre, aura eu l'occasion d'étudier la peste à Marseille. Durant cette période, Nostradamus met au point un médicament qui, selon lui, aurait la faculté de prévenir la peste. Son remède sera surtout efficace qu'en prophylactique. Nostradamus écrira lui-même plus tard que les saignées, les médicaments cordiaux, cathartiques, ni autres n'avoir plus efficace que rien. Malgré ça, il sera appelé pour traiter les malades. 1546, Aix. En 1546, il expérimente son traitement à Aix lors d'une terrible épidémie. 1547, Lyon jusqu'à Salon de Crau.
On le voit certainement à Lyon en 1547, où il s'oppose au médecin lyonnais Philibert Sarrazin. À Vienne, Valence, Marseille, Aix-en-Provence et enfin à Arles où il finit par s'établir. 1547, un deuil, un second mariage. Début 1547, son père décède si l'on en croit les transactions notariales de l'époque. Le 11 novembre 1547, il épouse Anne Ponsard, veuve qui lui donnera 6 enfants. Dont César, l'aîné, qui deviendra maire de Salon. C'est bientôt pour Nostradamus le temps de se poser, mais avant, un dernier voyage s'impose. 1547, l'Italie. Nostradamus part pour l'Italie, où il rencontrera à Milan un spécialiste en alchimie végétale. Il lui fait découvrir les bienfaits des confitures. Nous retrouvons d'ailleurs cet événement important dans les quatrains de Nostradamus. Le quatrain 2 de la centurie 1 correspond en tout point à cette année. 1552, fini les voyages. À son retour, il s'installe définitivement à Salon et entame la rédaction d'un ouvrage qu'il publiera en 1552 sous l'intitulé « Traité des confitures et fadements » ou « Excellent et moult utile opuscule à tous nécessaires ». En 1555, Nostradamus publie la lettre à César et les 353 quatrains qui lui sont associés pour la première édition. Le temps selon Nostradamus. De la création de la Terre jusqu'à ce que les images célestes reviennent à se mouvoir, il se passe 7000 ans. Nous entrons dans la 8e sphère. Nostradamus donne la naissance de Jésus-Christ 4758 ans après la création de la Terre. Alors que notre calendrier la prévoit en 4713 après la création de la Terre, soit 45 ans de différence. Il nous reste à calculer la période après Jésus-Christ, qui est donc de 7000 ans, moins 4758 ans, est égal à 2242 ans. Nous serions donc le 21 décembre 2242, selon Nostradamus, quand les images célestes reviendront à se mouvoir. Au calcul, actuellement, nous avons de la création de la Terre à la naissance de Jésus-Christ 4713 ans, et nous sommes en 2012, ce qui nous donne un total de 6725 ans. Il manque donc 275 ans. 45 ans que nous retrouvons dans la différence concernant l'année de naissance de Jésus-Christ, et 230 ans, afin de coller au calcul de Nostradamus, à savoir 2242. 2242. 2242, c'est aussi l'intervalle de temps que donne Nostradamus dans la lettre à César, datée en 1555 jusqu'à la fin, en 3797. Mais 2242, c'est aussi le nombre d'années entre la création de la Terre jusqu'à la date du déluge dans la Bible. Mais pour Nostradamus, ce jour correspond au 21 décembre 2242. Quoi qu'il en soit, cette date est un événement privilégié pour nous, dans le sens où nous sommes les bénéficiaires d'un témoignage d'un mouvement céleste qui se représente tous les 26 000 ans. Nous allons vivre, mais surtout écrire cette page d'histoire. Nostradamus nous a appris qu'avec l'astrologie, mais aussi ses visions, parce qu'elles étaient très importantes, nous les retrouvons dans les différentes lettres qu'il écrit quand il explique sa manière de procéder, que nous pouvons apprendre beaucoup sur notre avenir. Moi-même, en étudiant et en travaillant sur Nostradamus, j'ai pu connaître mon avenir. Les années à venir seront sûrement très mouvementées et Nostradamus nous laisse des traces, notamment pour 2013, où 2 quatrains sont associés pour cette année et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Il y a encore beaucoup à dire, nous pourrions passer des heures à en parler, mais malheureusement on ne peut pas. Mais encore beaucoup de choses sont à découvrir au niveau de Nostradamus. Nous travaillons actuellement sur la lettre à Henri, où il y a là, même si on a fait le plus gros du travail, il y a toujours des choses à décrypter. Et nous nous reverrons sûrement dans un prochain reportage.